Closet drunk, bathtub, outcast, weirdo, stepchild, freak show, black girl, bad hair, broad nose, cold stare, tap shoes, Broadway, tuxedo, holiday, creative block, love song, stupid words, erase song, gunshots, orange house, dead men walk with the dirty mouth, spoiled milk, stale bread, welfare, bubonic plague, record deal, light bulb, keep back hit down corporate fuck, breast cancer, common cold, HIV, lost hope, overweight, self-esteem, misfit, broken dream, fish tank, small bowl, close-minded, dark hole, cyber girl, joy control, get away, no trying to steal your soul, microphone, one stage, tomboy, outrage, street fight, bloody war, instigators, third floor, promiscuous child, broken heart, STD, quarantine, heroin users, cokehead, final chapter, deathbed, plastic sweat, metal skin, metallic tears, mannequin, carefree, nightclub, closet drunk, bathtub, White House, Jim Crow, dirty lies, my regards.
feel tender, like I feel lost. Get myself together, cause I paid my cost to be the boss. And I ain't sleeping, I ain't slept. I see what you're seeking, but in this life, you get what you get done. So what you want me to do? What you want me to say? Or how you need me to be? That I can get away. What you want me to do? What you want me to say? Oh, how you need me to be? 'Cause I can be there. No, I can be there. Said I can be there. No, I can see there's a way. I can be there. What you want me to do? What you want me to say? How you need me to be? No, I can be that way. What you want me to do? What you want me to say? How you need me to be? I can be there. I can be there. Said I can be there. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Oui, ma petite télécommande pour la lumière. Hop là, bonsoir. Il faut que je redresse un peu mon écran quand même. C'est un merdier pas possible ce bureau. Du bleu, non. Non, non. Euh. Peut-être un petit orange pour matcher un peu. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce dernier stream tier list. C'est pas le dernier, mais c'est le dernier de ce format-là. Ce qui est assez ouf quand on y pense, ça y est. On est au 17ème stream. Excusez-moi, je fais autre chose en même temps. On est au 17ème stream Stargate. Donc, après ce stream, on aura fait des reviews de chaque saison des 3 séries principales Stargate, que sont Stargate SG1, Atlantis et Universe. Je fais pas les autres séries parce que je les ai pas vues, et du peu que j'en ai vu, c'était nul à chier, ça ne m'intéresse pas. Donc les autres séries, c'est Stargate Infinity. Et Stargate Origins. J'avais perdu le nom. Origins, qui est relativement récent, qui est sorti en 2019. C'était une web série qui aujourd'hui est disponible sur Prime Video si vous payez, mais ils l'ont aussi édité en film d'1h40 qui est sur Prime Video abonnement, donc sans besoin de payer en plus. J'ai pas regardé ces trucs, ça a l'air pourri, c'est pas canon avec le reste, qu'est-ce qu'on s'en branle. En plus, ça avait l'air d'avoir la gueule d'une web série. Donc, je rappelle, comme chaque début de stream, qu'est-ce qu'on fait là, finalement? Alors, le but... Bah déjà, Stargate. Stargate, c'est un univers de fiction qui démarre... Pour le dernier stream, je refais un peu un bilan total. Stargate, c'est un univers de science-fiction qui démarre en 94 avec le film de Roland Emmerich, écrit et réalisé par Roland Emmerich et aussi écrit par Dean Devlin, son producteur. Quelques années plus tard, la MGM acquiert les droits et produit une série, voilà, qui élargit l'univers du film de ouf. Stargate SG1, qui va durer 10 saisons, qui sera, à son époque, la série de science-fiction la plus longue de la télé américaine.
Elle sera dépassée seulement par Smallville quelques années plus tard. Euh, mais c'est la plus longue saison avec le plus d'épisodes à son époque. Série qui donnera naissance à deux petites sœurs, deux spin-off Stargate Atlantis, qui est assez lié avec SG1 dont elles se déroulent en même temps d'ailleurs, et Stargate Universe qui arrive un peu plus tard quand toutes les autres séries sont finies, et qui est le dernier projet Stargate en date. Sachant que normalement d'ici 2027-8, on devrait avoir une nouvelle série Stargate avec les producteurs d'origine toujours dans les bails. Donc on verra ce que ça donne. Et donc, moi, je suis fan de cet univers, des trois séries. Je les ai en DVD, elles sont derrière moi, mais sur la... En fait, il y a deux rangées. Sur la deuxième rangée. Donc, c'est un univers que j'aime beaucoup. Je voulais en parler depuis longtemps. Pourquoi pas les streams et pourquoi pas faire un petit truc un peu sympa, une tier list, voilà. Le but, c'est chaque saison, on va organiser les épisodes de la saison dans une tier list de A à D, de S à D, pardon. Le but est de déterminer quel est le meilleur épisode. Et du coup, le protocole, c'est pour chaque saison, on choisit qu'un seul S. Genre, on peut mettre tout et n'importe quoi dans toutes les catégories. Le but, c'est d'essayer de mettre des épisodes dans toutes les cases. En A, en B, en C, en D. Et en S, on en met un seul qui est le meilleur. Et du coup, le stream suivant, après ce stream, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, on verra, ce sera la tier list de tous les meilleurs épisodes de chaque saison. Voilà. Donc voilà, je rappelle un peu le protocole. À partir de cette tier list finale, le meilleur épisode aura droit à une petite vidéo d'analyse sur ma chaîne YouTube. Mais ça, soyez absolument pas pressés. Bref. On a fait Stargate SG1, on a fait Stargate Atlantis. La semaine dernière, on a fait Stargate Universe, qui est la série la plus courte, seulement 2 saisons. Et on a galéré un peu parce que la série est... En fait, Stargate, globalement, c'est... chaque épisode, ils explorent une planète via la Stargate, la porte des étoiles. Et du coup, ça fait une série quand même assez épisodique. Je me gratte l'oreille. Et Stargate Universe casse un peu ça avec une série beaucoup plus linéaire, avec une narration beaucoup plus filée sur tous les épisodes. Donc c'est des fois compliqué de séparer un épisode du reste de la saison. Mais pour rappel, c'est ma série Stargate préférée que j'ai dû mater une bonne dizaine de fois. Franchement, je la regarde à peu près une fois par an. Et donc là, on va s'attaquer à la saison 2 et à ce qui est du coup la dernière production officielle de Stargate pour la télévision. Parce que Origin, c'était une web-série. Ce qui fait longtemps quand même, ça fait 15 ans que tout Stargate a été annulé. Et 15 ans après, on nous annonce une autre série, c'est parfait. Donc, on va revoir chaque épisode petit à petit, épisode par épisode. Je vais essayer de me rappeler un peu ce qui se passe, mais bon, Univers, c'est pas très compliqué, c'est la série que je connais le mieux. Et organiser tout ça dans une tier list. Oula, du coup, allez, je suis trop bas. Voilà. Voilà notre tier list avec tous les épisodes de près. Voilà la liste de la saison. Et sur Stargate Fusion, un site assez complet français sur l'univers de Stargate. L'équipage du Destiné, donc ils sont coincés sur le vaisseau, continue de lutter pour sa survie alors qu'ils découvrent que le vaisseau a une mission. Ça va être tout le centre de la série, c'est quelle est la mission du Destiné, et on va apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'ils foutent là où la saison 1 était quand même plus un survival, où c'était ce qu'ils disent les mauvaises personnes au mauvais endroit. Mais en fait, les thèses vraiment. Et ça va être un peu ça tout le questionnement de cette saison, et un questionnement qui aurait été exceptionnel sur les suites, parce que la série a été annulée du coup, elle n'est pas terminée. Bon, le dernier épisode fait office de fin satisfaisante mais ouverte. Et à la base, je crois, les producteurs avaient prévu plus ou moins 5 saisons. Ce qui, je pense, aurait donné une série absolument phénoménale si ça avait continué sur toutes les saisons. Mais sachez que c'est la mal-aimée de Stargate, un peu. Je ne comprends pas. Moi, ma seule explication, c'est que les fans de Stargate sont allergiques à une mauvaise écriture de série.
et à la modernité aussi. Et c'est la plus mal aimée des séries Stargate, alors que c'est la plus moderne. Elle n'est pas en avance sur son temps, faut pas déconner. Mais elle a vraiment pris tout ce qui fait le sel des séries de SF des années 2000, notamment Battlestar Galactica, mais aussi Stargate, pour en faire vraiment une série moderne en fait. Elle sort en 2010-2011, pour moi c'est un peu le début, à la fois le pic de la télévision américaine, puisque la 2010-2011 c'est les années de sortie de séries indétrônables à l'époque type The Walking Dead, Game of Thrones. Euh, Et du coup, on est sur la fin un peu de la grande époque des séries télé américaines. Et celle-là est vraiment dans le haut du panier, au moins en termes de production. Ils font un effort sur les effets spéciaux sont exceptionnels. Et notamment, voilà, les effets spéciaux sont vraiment complètement ouf. Après, c'est la mal aimée, mais là, on voit les notes. euh, la série a d'excellentes notes. Sur ce site, en tout cas. C'est quoi ça, promo? Photo promotionnelle. C'est des screens de la série ou bon, ça c'est plus des photos de photographes, non? Bon, je sais pas. Retournons là. Donc, on va commencer par l'épisode 1, même mise, sachant à la fin de la dernière saison, du coup, des ennemis venus de la Voie lactée euh, se sont emparés du vaisseau et et les héros se sont fait dégager sur une planète. Alors, toujours pris en otage par Danik, donc c'est le nouveau chef, puisque le premier est mort des assaillants. Le colonel Young et la plupart du personnel militaire sont retenus à la merci de l'Alliance Lucienne, qui prononce Luxienne, donc je vais prononcer Luxienne. Alors, les moments clés. Visite des médecins terriens sur le Destiné, via les pierres. Débarquement temporaire de l'équipage du Destiné sur une planète hostile. Première apparition de Jean et Siméon, qui vont être des personnages récurrents de la saison. Décès de Kiva, Danik et Carmen Johansen. Carmen Johansen, je crois que c'est la fille de l'officier médical qui meurt en couche, ou en tout cas dans le ventre de sa mère. Danik, c'est le méchant qui finit par se faire buter, et Kiva, c'est la première méchante qui meurt, et Danik prend sa place. Reddition de l'Alliance Luxienne, reprise du contrôle destiné par le Docteur Roche. Donc là, voilà, le climax de fin de saison, c'est la fin du climax de fin de saison, et les choses à la fin reviennent à la normale. Euh, Ouais, écoutez, pour l'instant, on va commencer tranquille. On va le placer en B. On va dire que c'est un peu notre valeur étalon. Après, il pourrait être là, très honnêtement. Il montera peut-être pas, mais pour l'instant, on va le mettre là. Ouais, non, on va même le mettre là parce que voilà, c'est la suite. Dans mes souvenirs, le plan pour récupérer le vaisseau est pas non plus des plus ouf. Mais je rappelle, comme d'habitude, c'est pas parce que c'est en D que j'aime pas cet épisode. Parce que j'aime tout Stargate, globalement. Il n'y a qu'une poignée d'épisodes que je déteste dans tout ce merdier, mais on est là pour se concentrer sur ce qui est le meilleur, donc on va le mettre en C. Épisode 2, Retombée. Alors que la situation du Destiny est toujours précaire, le Rush fait une découverte qui va modifier la position à bord du vaisseau. En fait, il prend le contrôle, il découvre comment prendre le contrôle du vaisseau, ce qu'il n'avait pas réussi à faire durant la saison 1. Et pendant ce temps, et du coup, il joue un peu avec ça. Il décide de s'arrêter auprès d'une planète qui n'a pas de porte des étoiles et d'y aller en navette. La navette se crache, du coup, par sa faute. Malheureusement, un personnage secondaire, Riley, décède dans l'accident. Et après, débarquement des membres de l'Alliance Luxienne, hormis Varro et son groupe, ça c'est la continuité de la storyline sur eux, qui est tout à fait sympathique. Euh, Celui-là est pas mal, déjà parce qu'on découvre un peu plus sur le vaisseau, du coup, il y a Rush qui découvre plus comment il fonctionne. Après, la mort de Riley est terrible, c'est un personnage secondaire assez attachant quand même. Et sa mort est assez tragique. Et après, tout l'épisode est un survival assez sympa, où ils sont sur une planète, où la porte des étoiles... il y a une porte des étoiles, mais juste elle est désactivée, et ils vont devoir la retrouver.
Et donc il y a ce côté survival qui est tout à fait sympa. C'est un épisode de la moyenne. Il est marquant parce que émotionnellement fort avec la mort de Riley, mais voilà, c'est un épisode dans la moyenne plutôt haute, mais dans la moyenne de la série. Miroir. Alors là, l'univers va s'élargir un petit peu. La rencontre avec un vaisseau ancien amène son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles pour l'équipage. Donc ils vont rencontrer un autre vaisseau ancien qui est en fait le poseur de portes. Le Destiné suit une route où où on a posé des portes des étoiles et ce vaisseau fait partie de ceux qui en ont posé. Donc ils explorent le poseur de portes et on découvre une nouvelle race qui en fait, un peu comme les terriens, se sont retrouvés coincés sur ce vaisseau. Et il faut que je vous montre des effets spéciaux de ces aliens parce que c'est parmi les plus beaux aliens que je n'ai jamais vus dans une série ou même un film. J'essaie de trouver une image. Matez-moi, bon là l'image lui rend pas hommage, mais matez-moi cette qualité d'effets spéciaux. Et encore vous voyez pas l'animation, mais l'animation est complètement ouf. Et je crois qu'ils ont reçu une récompense pour ça. Si je regarde la page Wikipédia vite fait. Il me semble qu'ils ont reçu une récompense pour cet épisode, justement. Produit dérivé, accueil. Accueil? Réception critique, distinction. Ça, c'est quand ça. Alors, ils avaient reçu une nomination aux Emmy Awards, ce qui est quand même vraiment pas mal. Pour Miroir et pour deux autres trucs dans la saison 1. Attends, si je fais Miroir. Ah non, mais ils avaient reçu une nomination aux Emmy Awards pour ça, ce qui est quand même pas honteux du tout. Les experts et Broadway Empire ont devancé la série respectivement en 2010 et 2011. Quelle catastrophe. Et l'épisode se termine sur le colonel Telford qui se retrouve coincé à bord du vaisseau et le Destiny qui repart. Catastrophique. Une seconde. Excusez-moi, de retour. Petit incident que j'ai dû régler. On était où? Donc voilà, cet épisode est pas mal parce qu'on découvre ces Ursini, mais ça reste dans la moyenne. Moi, je vais rester sur on est dans la moyenne. Voilà. Mais juste pour les effets spéciaux, déjà, c'est une folie. On va le mettre en B. Parce que c'est pas... A, je le garde vraiment quand même pour les épisodes qui me sont vraiment chers. B, c'est les bons épisodes que je regarde parce que c'est dans la suite. C, c'est... Ouais, y a rien de passionnant, mais voilà. Et D, c'est... Il y a des problèmes. L'épisode suivant, il y a un peu des problèmes, mais en vrai, il fait avancer une histoire qui est quand même sympa et qui amène des choses intéressantes. Le changement de comportement de Chloé inquiète le reste de l'équipage, d'autant plus que la jeune femme développe des nouvelles capacités intellectuelles. Elle s'était fait kidnapper par des aliens et apparemment il y a des choses qui changent en elle. Bon. Cette histoire est pas... Je trouve qu'elle est... et Rush essaie de s'en servir pour avancer dans ses recherches. Parce que peut-être elle sait instinctivement des choses qui pourraient l'aider. Cette partie de l'épisode est pas très intéressante. Mais il y a par contre
une toute nouvelle histoire. Enfin, il y a un tout autre arc qui est très cool. C'est visite de Camille Ray et Ellie Wallace sur Terre. Ellie va voir sa mère, qui est tombée gravement malade. Elle a le sida. Donc, sujet hardcore pour une série de divertissement quand même. Et elle se fait du souci pour son fils qu'elle voit plus, mais son fils va lui rendre visite, mais il peut pas lui dire qu'il est son fils dans le corps de note parce qu'elle n'est pas habilitée, sa mère. Et, euh, et ça mine le travail d'Ellie sur le vaisseau et la santé de la mère d'Ellie. Et du coup, Camille demande à faire venir la mère d'Ellie sur les destinées en mode c'est exceptionnel, mais là, Ellie, il est là pour nous sauver le cul. S'il pense à sa mère qui est malade, eh ben, il va pas nous sauver le cul. Et du coup, ça amène une scène très touchante où la mère de Ellie euh, arrive sur le Destiné. Et pour ça, c'est quand même extrêmement touchant. Et j'adore toute la partie où il essaie. En fait, il y a un moment où il essaie de lui dire qu'il est Ellie, mais elle le croit pas. Et c'est plutôt intéressant au niveau émotionnel. Parce que c'est assez fort que tu vois Ellie qui est désemparée en mode putain, mais je ne sais pas quoi faire pour que ma mère aille mieux et ne s'inquiète pas pour moi. Et, euh, et pour ça, peut-être, il pourrait la A parce que c'est vraiment une scène que j'apprécie beaucoup. C'est vraiment une sous-intrigue que j'apprécie énormément. L'épisode suivant est pas des plus aimés, mais moi je trouve le concept trop cool. Cloverdale. Pendant une mission d'exploration sur une planète avec son équipe, le lieutenant Scott fait une rencontre avec une créature agressive ressemblant à une plante qui l'attaque et l'infecte. Euh, Et en fait, ça, on l'apprend qu'au bout d'un quart d'heure. C'est ça qui est ouf, c'est en fait pendant. C'est c'est un peu un trope des séries. En vrai, je viens de voir cette version de cet épisode dans Bones, par exemple, où on imagine une autre vie, mais avec les mêmes personnages et où au final, il y a les mêmes, il y a les mêmes enjeux, les mêmes arcs les mêmes développements de personnages, mais dans un tout autre contexte. Et là, le contexte, c'est euh, une comédie romantique. Enfin, pas vraiment une comédie romantique, mais un film de romance en tout cas. Un film à l'eau de rose. Et en gros, on retrouve un monde où, dans la tête du lieutenant Scott, il va imaginer une vie où il y a tous les personnages du Destiné, mais dans une petite ville. Ce qui souligne d'ailleurs que le vaisseau forme vraiment un microcosme social comme une ville. Ville qui est d'ailleurs, dans les lieux de tournage, la ville où a été tournée Smallville, et ça c'est trop cool, ce lien entre deux séries. Donc là, elle s'appelle Cloverdale, mais ils ont tourné dans les rues qui ont servi à Smallville. Et du coup, on va avoir toute cette histoire pendant que les personnages dans la réalité essaient de sauver Scott de ce poison de la plante. Et je trouve ça trop cool. Et vraiment, c'est un vrai épisode à concept de ouf. euh, qui finit sur le mariage de Scott et Chloé d'ailleurs. Voilà. Et en vrai, des fois, il est un peu chiant ce trope. Genre dans Bones, là, l'épisode que j'ai vu, le final de la saison 4. C'est dans l'esprit de Booth. Il s'imagine que en fait ils sont pas dans un labo mais dans une boîte de nuit. Il y a tous les mêmes personnages qui tournent, qui gravitent autour et qui ont globalement les mêmes relations ou des relations voulues en tout cas. Euh, et franchement, il était pas si intéressant. Mais là, je trouve que ça pousse quand même le vice assez loin et que on y est quand même un retour à la réalité à chaque fois. Genre là, on voit la scène où il y a Telford. Le colonel Lyon, qui est sa figure paternelle, joue son daron. Euh, Ellie joue son beau-frère. Chloé joue sa future femme. Et après, la joie, Greer c'est quand même son compagnon d'armée, ça ne change pas. Et voilà, en plus, il y a un parallèle sympa où en fait, on voit pas la scène où il se fait contaminer, mais on voit une version film de la scène où il se fait contaminer et ça fait un niveau de lecture assez fun. Et pour moi, genre, sans aucun doute, c'est un des meilleurs de la série.
C'est un des meilleurs de la saison, en tout cas. À bout. Épisode 6. Une série de visions plus vraies que nature amène Young à se poser des questions sur savoir s'il a la capacité de contrôler son rôle du commandant du Destiné. Alors, les moments clés, c'est évaluation émotionnelle de Young par l'IA du Destiné. En gros, le Destiné a un peu une conscience et il sait que le Young est son commandant. Et il veut le tester un peu pour voir s'il est à jour en lui faisant vivre des visions de bataille spatiale. Et à chaque fois, il prend une décision différente et à chaque fois, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que c'est un chef qui n'a pas confiance en lui. C'est un chef très imparfait, Young. Voilà. Euh, Ensuite, on découvre un peu plus le perso de Jean, qui est un peu une intello de l'Alliance Lucienne, et elle va se rapprocher de Ellie, et ils vont se pécho. Voilà, c'est adorable, c'est très mignon. En plus, les deux acteurs sont toujours très amis, c'est assez rigolo. Euh, Voilà, découverte d'un lien neuronal entre Destiny et l'équipage, où le Destiny a une vraie conscience, en fait, qui est jamais vraie. Si elle est un peu matérialisée, des fois, mais on dirait presque plus des... elle se matérialise plutôt comme des hallucinations, des fois. Donc, ça, on reste dans le mystère sur le fonctionnement de ce vaisseau, même au bout de 2 saisons. C'est très agréable. J'aime bien cet épisode. Et en fait, je pense qu'on va baisser celui-là et mettre celui-là là, parce que celui-là est tout à fait cool. J'adore les visions de Young et Young qui devient taré. Et à la fin, on croit qu'il a... À la fin, il reprend ses esprits et il dit, allez, je commande le vaisseau, sortez les batteries, paf, 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 paf. Et on croirait, ah, ben, il a évolué et ça y est. Mais en fait, non, c'est Rush qui a coupé le programme. Euh, Et du coup, ça garde à la fois Rush et ses petits secrets et l'imperfection du capitaine. Parfait. Pour le bien de tous. Le colonel Young et le docteur Rush se retrouvent coincés à bord d'un vaisseau extraterrestre. Ce dernier devra protéger son secret pour sortir de cette situation embarrassante. C'est l'épisode du reveal. C'est l'épisode où on révèle, où les personnages comprennent que Rush a les commandes du vaisseau. Et du coup, il découvre le pont principal sur lequel Rush bidouillait depuis quelques épisodes. Il l'embrouille. Young le tabasse. On croit que ça va finir comme la dernière fois qu'il l'a emmené sur une planète. Et non. Rush s'ouvre enfin et exprime ce qu'il pense que le vaisseau est. Et on découvre à ce niveau-là la véritable mission du Destiné qui est faire des recherches sur un signal qui serait apparu au tout début du temps, juste après le Big Bang, qui devrait pas exister. Et très vite, il y a des personnages un peu plus humains, on va dire, un peu moins scientifiques, qui vont l'associer à un message du créateur de l'univers, peut-être. Et les anciens, ceux qui ont construit le Destiny, avaient capté ce message et avaient envoyé ce vaisseau pour avancer vers ces réponses et découvrir plus sur l'univers, en fait. Et c'est une mission d'exploration à l'origine même de l'univers. C'est exceptionnel, voilà. Je vais le mettre en A sans aucun doute. À la fois, ils explorent une technologie alien, c'est trop cool. On découvre la mission du Destiné. On découvre les supercheries de Rush. Ça énerve tout le monde, mais en fait, il avait un peu raison. Et, euh, et moi, je suis Team Rush pour toujours, de toute façon. Sauf que l'épisode finit extrêmement mal. Jean, la petite amie de Ellie, échange avec le docteur Perry, qui est un scientifique sur Terre qui est amoureuse de Rush. Sauf que Siméon, l'autre membre de l'Alliance Luxienne, croise Jean, Dr Perry dans un couloir et la tue, ce qui tue les deux personnes de la connexion. Ce qui amène directement à l'épisode suivant, sans pitié. Siméon s'échappe sur une planète désertique. Rush part à sa poursuite pour se venger. Voilà, donc pour venger un être cher, Rush va mener une vendetta contre Siméon sur une planète désertique avec Scott et Greer. Qu'est-ce que je n'ai pas raconté? Donc, c'est une vraie chasse à l'homme qui est assez intense, qui finit de manière assez drôle.
Et un peu dans un style western, vu les décors, vous voyez là, des espèces de petits canyons. C'est peut-être Stargate a rarement été aussi western que ça. Et voilà. Je vais le mettre en B parce que bien qu'il soit super, euh, niveau SF, on s'emmerde un peu et moi dans Stargate c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, voir des concepts de SF. Donc il part en B. Euh, On fait Retour d'Eden et après je fais une petite pause pipi. Retour d'Eden. Donc il y a un épisode qui fait suite à un épisode de la saison 1 où ils avaient abandonné quelques-uns des membres d'équipage euh, sur une planète qu'ils avaient découverte qui avait l'air parfaite. Tandis que Chloé poursuit sa transformation, le docteur Kane et son groupe réapparaissent mystérieusement près du Destiné à bord d'une navette. Et comment ils ont fait? C'est dans une autre galaxie. Comment ils ont fait? Et en fait, ils finissent par tous mourir les uns après les autres et c'était pas vraiment eux. Et ça continue un peu l'épisode d'Eden qui ne donne pas de réponse. Voilà. Euh, Et on découvre que ils sont tous morts quelques mois après le départ du Destiné. Et que les êtres supérieurs qui auraient créé cette planète les ont ramenés. On sait pas trop pourquoi et il y aura jamais de réponse. Et c'est très très bien comme ça. Euh, Même si je trouve que il y a un mystère, mais il n'est pas au niveau horreur cosmologique de l'épisode Eden. Et pour moi, en vrai, ouais, je le mettrais même en D, hein. C'est pas des plus passionnants. C'est inquiétant, mais pas. En fait, tous les personnages parlent de oh, il y a un malaise avec ceux qui sont revenus, c'est bizarre avant qu'ils commencent à tous scanner. Et en tant que spectateur, on le sent pas. Donc peut-être que c'est un peu raté là-dessus. Euh, Il y a du mystère, mais il n'y a pas de vertige cosmique. Il n'y a pas de vertige en mode putain, mais qui sont ces êtres si puissants qui peuvent faire ça? Qui peuvent faire revivre des gens, même si c'est que pour une courte durée, les déplacer à des milliards d'années-lumière. Voilà, mais du coup, le vaisseau récupère une navette en parfait état. Voilà. Mais ouais, c'est vraiment pas un épisode. Autant j'adore vraiment, je l'avais choisi comme meilleur épisode. J'adore l'épisode Eden du coup qui est qui est d'un Stark narratif l'épisode précédent. Mais celui-là, je peux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça assez chiant et un peu long pour ce que ça raconte. Bon, je mets de la musique. Je vais faire pipi. Je reviens. If a man could fly, I'd be just like a bird trying to escape from your lies. Is it true? I'll never die. It will be just like I remembered when you swallowed my pride. When you were talking that same old and kept making that same old, keep working that same old. Fool out of me, all that same old. Every day it's that same old. You keep making that same old. Fool out of me, but you know that I can see. I don't know just how you do it. Must be counting on a sheet. When it's time for you and me to leave this fairy tale with fun. 'Cause we both need to breathe. Yeah. I
Et de retour. Allez, on reprend. Pourquoi j'étais sur Twitter déjà? Je sais plus. Hop là, ça c'est mes mails perso, ça n'a rien à foutre là. Épisode suivant, on arrive un peu à la mi-saison là. Confrontation 1 sur 2. Alors là, on va rencontrer le nouvel ennemi de cette saison. Alors qu'une journée ordinaire commence par l'équipage, le Destiné détecte une signature énergétique, sort de VSL en plein milieu d'un champ de débris spatiaux. Et dans ces débris, il y a en fait pas que des débris. Première apparition des drones. En fait, ils vont rencontrer une force de drones autopilotés, du coup, et autonomes, qui ont détruit, du coup, les vaisseaux dans lesquels ils tombent dans le cimetière de vaisseaux et qui vont commencer à les attaquer. Mais c'est sans compter les Ursini, les aliens du vaisseau du poseur de porte du début de la saison. Et de Telford, qui fait son retour, qui débarque. Et du coup, on va rencontrer ce nouvel ennemi et c'est la première confrontation. Voilà. Il y a un truc assez marrant et assez flippant en fait dans l'épisode parce qu'au début, on commence du coup par... comment ça s'appelle? Donc, il découvre ce champ de bataille. Et en fait, après calcul, il y a quelqu'un qui lance une simulation pour savoir quelles étaient les forces en présence. Et après calcul, ils se rendent compte qu'il y a des débris qui sont... Enfin, qu'en fait, il n'y a pas que des débris. Il y a aussi les drones en sommeil qui prenaient pour des débris sur les scanners. Et du coup, d'un coup, ça met une angoisse un peu palpable. Et pour ça, c'est pas mal. Mais après, c'est un épisode, voilà, centré sur l'action, bataille spatiale sympa. Mais il y a mieux. Et notamment, l'épisode suivant est beaucoup plus impactant. Excusez-moi, je réponds à un message. Voilà, donc on passe assez vite aux confrontations 2 sur 2. La bataille spatiale tourne mal, mais là, 3 vaisseaux mères des aliens de l'autre galaxie débarquent. Et ça leur permet de gagner un peu de temps et de défoncer le vaisseau mère des drones. Récupération d'un drone inactif dans l'espace pour l'étudier. Passage assez stressant du coup, parce qu'il y a un drone actif dans le vaisseau. Guérison de Chloé par les Nakai. Donc en gros, ils font un pacte un peu avec les Nakai en mode vous soignez Chloé, on vous rend Chloé, mais vous la soignez. Comme ça, vous récupérez des données et après, on se casse. Arrivée d'un second vaisseau de commandement de drone, destruction du vaisseau poseur de porte et disparition des Ursini. Et oui, les Ursini veulent travailler avec le Destiné, mais par peur de se faire trahir, les trahissent un peu en premier. Et pour se pardonner, quand ils apprennent que toute leur civilisation a été détruite par les drones, se suicident pour détruire l'autre vaisseau mère. Voilà. Et là, celui-là est quand même mieux. Voilà, il va monter en B. Une fois qu'on a découvert nos ennemis, voilà, les Nakai qui reviennent, c'est assez surprenant. La seconde bataille est cool. Les Ursini qui se suicident, c'est tragique. Et du coup, Telford revient à bord du Destiné. Voilà. Mais pas pour longtemps. Épisode 12, Rush 2. Celui-là est marrant. Un Dr Rush alternatif vient du futur pour mettre en garde l'équipage au sujet de quelque chose à ne surtout pas faire, mais malheureusement sa mise en garde ne sera pas entendue. Donc, en gros, c'est un projet de ouvrir la porte des étoiles dans une étoile, je crois qu'on est toujours sur ça. Mais ça marche pas, le Destiné est envoyé dans le futur. Encore un épisode de Voyage dans le temps. Mais pas longtemps dans le futur. Telford réussit à passer et à rentrer sur Terre. Donc on arrive dans une situation bizarre où il y a un Telford sur Terre, un Telford sur le Destiné. Rush survit mais dans une navette. Il récupère la navette. Exploration et pillage du Destiné alternatif par les membres d'équipage pour choper des pièces... comment ça s'appelle? Des pièces de rechange. Et c'est une trop bonne idée ça par contre. Vraiment sur les questions survival. Cette série est vraiment au niveau et c'est assez impressionnant. Et décès
du colonel Telford et du Rush alternatif qui décèdent en se battant. En gros, en se battant sans faire exprès, Rush alternatif pousse Telford, pas alternatif, sur un passage électrifié qui le tue. Et, euh, et Rush reste sur le vaisseau alors qu'il plonge dans l'étoile. Euh, c'est terrible. Mais l'épisode est trop cool, voilà. Encore un épisode sur le voyage dans le temps, mais qui joue pas vraiment du voyage dans le temps. Euh, Voilà. C'est trop cool. Et cette idée de faire le pillage, en plus, ça fait des scènes... En fait, Stargate et Univers, c'est fort pour faire des scènes de tension et d'action à pas cher. Parce que là, c'est... la scène de tension, ça va être du coup le pillage, avec le vaisseau qui va bientôt exploser. Et du coup, c'est assez tendu. Et la scène d'action, c'est courir dans tous les sens, récupérer des bidules dans les murs. Donc, ça coûterait un décor. Faut juste changer un peu la lumière. Et ça donne une scène de tension alors qu'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action dans cet épisode. Juste le vaisseau qui explose un peu à la fin. Mais c'est tout. Et du coup, bah... A, je sais pas, mais B, sûr. Ah non, je l'aime quand même bien. Et la mort de Telford est tellement surprenante alors qu'il vient de revenir, alors qu'il y en a un autre qui est arrivé sur Terre. C'est bien pensé. C'est... Ah ouais. On va peut-être plutôt descendre celui-là. Là. Je sais plus, c'est lequel celui-là déjà? Non, celui-là il reste là. Et lui, Abou. Bon, Abou il reste là aussi. Non, on va laisser comme ça. Après, c'est ma série préférée de Stargate. Forcément, il y en a plus en A quand même. J'ai envie de tout mettre en A, honnêtement. Parce que l'épisode suivant, d'une part et d'autre, bah, il se passe pas grand-chose, mais je l'aime énormément. Alors que Ray et Greer utilisent les pierres de communication, l'Alliance Luxen lance une attaque sur le commandement planétaire. Euh, Et du coup, Ray et Greer sont dans le corps d'autres personnes et ont subi un attentat terroriste. Euh, Voilà. Et du coup, ils vont essayer de survivre à l'attaque et de désamorcer une bombe dans les corps des autres. Et pendant ce temps, sur le Destiné, il y a le docteur Covell qui est du coup dans le corps de Greer, qui essaie de voler le corps de Greer, qui essaie d'empêcher les pierres de se déconnecter. Hop là. Ils essaient de le... Comment... J'ai perdu. Il y avait un bot qui a envoyé un message, là, je devais faire la modération. Euh... Où en étais-je? Donc voilà, en fait, il y a des problèmes de dysfonctionnement ne sont en fait pas des problèmes de dysfonctionnement des pierres de communication, mais qui sont Covell qui essaie de rester dans le corps de Greer parce qu'il a vu qu'il allait mourir de l'autre côté à cause des radiations. Et je vais le mettre qu'en B, même si je l'aime beaucoup, parce que, encore une fois, niveau concept SF, on est assez limité, même s'il y a ce délire avec les pierres de communication qui sont un peu au centre de la série quand même. Par contre, l'épisode suivant, d'un corps à l'autre. Alors c'est marrant qu'il s'appelle d'un corps à l'autre, parce qu'il y a plusieurs storylines qui ont ce thème-là. Lorsque Chloé utilise les pierres de communication, l'esprit de Jean réapparaît dans son corps, alors qu'elle est censée être morte. Pendant ce temps, le Dr. Volker est en train de succomber à une maladie rénale que le lieutenant Johansen n'est pas en mesure de soigner. Et il y a aussi le Dr. Perry qui apparaît dans l'esprit de Chloé. Et tout le but de l'épisode, ça va être un peu de sauver ces esprits sans corps, qui semblent perdus là. Euh, Encore une fois, ça joue sur les pierres de communication, comme l'épisode précédent. Une technologie qui fonctionne, mais qui savent pas trop comment ça marche. Donc ça rajoute un peu de mystère à tout ça. Mais en vrai, ça, honnêtement, l'histoire, je m'en branle. Honnêtement, c'est la partie qui m'intéresse pas de l'épisode, alors que
Volker sous en train de canner, qu'on doit lui faire un don de rein. C'est Greer qui s'en occupe, qui lui donne un rein. Exceptionnel. Et surtout, il y a une scène, enfin, il y a une scène très douce avec Volker, qui est un personnage secondaire que j'apprécie énormément. Euh, Voilà, oui, ce qui lui manque, c'est son jardin, et Greer va l'amener dans la serre du vaisseau. Ça sera un peu son jardin. Et il y a un passage très drôle avec la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, qui est extrêmement drôle. Qui donne un passage où la musique est extra-diégétique. Donc, c'est la musique de la scène. Puis en fait, elle est intradiégétique. On comprend qu'elle est intradiégétique et que c'est Brody, son pote, qui met la musique parce qu'il disait que c'était sa musique préférée, mais en fait, ça détend pas du tout l'atmosphère. Il essaie de changer. Ça met, vous voyez, Dragostea Dintai de Ozone. Ça met du Ozone juste après. C'est assez ridicule. Mais voilà, j'adore Volker. Et en plus, rire qui donne le rein, c'est assez rigolo. Parce que la scène démarre où TJ a dit bon, l'officier médical il dit bon, vous n'êtes que tous les deux avec un autre mec qui est détestable. Euh, et l'autre mec, vous n'êtes que tous les deux qui puissent le donner un rein. L'autre mec il va ah, mais... Et Greer il fait je le fais. Je le fais parce que Greer, bon soldat, et s'il peut sauver quelqu'un, il le sauve. Et ça crée des liens entre des persos secondaires. Et c'est un peu ce qui a mis du temps à démarrer. C'est ce qui me fait chier avec l'arrêt de cette série, c'est que putain, les persos secondaires, ça se voyait qu'ils en avaient tous sous le pied, quoi, qu'ils avaient tous des arcs intéressants à venir. Et, euh, et malheureusement, c'est fini. Voilà, et lui c'est en A, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Épisode suivant, passage en force. Alors, cet épisode est sympa parce qu'il y a Rodney McKay qui fait son retour. Donc voilà, qui du coup rentre dans le club avec Woolsey d'ailleurs, rentre dans le club relativement fermé des personnages qui apparaissent dans les 3 séries Stargate. Et je crois, à part ces deux, il me semble, il y a O'Neill, Carter et le Dr. Jackson. Et je crois que c'est tout. O'Neill, Carter, Jackson. Teal'c n'apparaît pas dans l'univers. En fait, c'est très simple. La plupart des persos de S-Young apparaissent dans Atlantis. Du coup, c'est qui est-ce qui apparaît dans Universe. Et du coup, je crois que voilà, on est à 5 personnages qui font les 3 séries. Peut-être c'est écrit dans les. Le thème de Atlantis est brièvement entendu lorsque McKay est vu pour la première fois. Ça, c'est fun. Tchoup, tchoup, tchoup. Tchut, tchut, tchut. C'est pas écrit. Ah bon? L'Angara est la planète natale de Jonas Quinn? Je me rappelais plus. Son sort a été remis en question lorsqu'il a été mentionné dans l'épisode Larry Post de SG1. Cet épisode marque la dernière apparition de Rodney McKay et Woolsey dans la franchise Stargate, évidemment. Il s'agit des 2 derniers épisodes écrits par Rémi Aubuchon. Est-ce que c'est y a un français écrit? Ou c'est un canadien plutôt? Il n'y a pas d'accent, d'accord. C'est un américain, bien américain. Bref, passage en force, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Le commandant planétaire tente de convaincre l'un de leurs alliés de les laisser utiliser leur planète pour composer l'adresse du destiné. Ce qui est hautement dangereux parce que chaque fois que quelqu'un a fait ça, la planète a explosé, tout simplement. Pendant ce temps, le Dr. Rush se retrouve coincé dans une simulation créée par Amanda Perry. Cette histoire secondaire est plutôt cool.
Euh, voilà, où il crée une simulation pour être avec Perry physiquement. Enfin, je crois, il l'utilise dans le vaisseau. Et il se retrouve coincé dedans, et on sait pas pourquoi. Et en fait, c'est Jean qui le coince pour protester. Voilà, elle fait une manif, elle fait grève. Et ça finit par la mise en quarantaine numérique des deux esprits, malheureusement, pour la tristesse de Rush comme d'Ellie. Donc, Rodney McKay, on l'a vu, infiltration de la centrale électrique Langram par les terriens. Et en fait, la planète qu'ils essaient de convaincre refuse. Globalement, refuse. Et du coup, ils essaient de prouver que truc. C'est cette série, mais vraiment les militaires à mal, moi je trouve. Mais les militaires essaient de prouver que c'est possible euh, en kidnappant, via les pierres de communication, des gens de cette planète pour prendre leur apparence et effectuer le test. Ce qui est éthiquement très douteux. Et d'ailleurs, ils finissent par le comprendre et ils finissent par arrêter l'essai en mode bon, vaut mieux garder l'amitié de ce peuple, même s'ils veulent pas nous aider sur ce coup-là, plutôt que de déclencher des hostilités. Voilà. Alors cet épisode est... Voilà, il se suit dans la suite, mais pas plus. Malgré l'apparence de Rodney McKay, en fait, je suis pas... Même si c'est un joli jeu d'infiltration avec les pierres de communication, la prise de pouvoir à l'Angara, c'est pas le plus fascinant de la série. Rush coincé dans sa simulation, c'est rigolo, mais ça va que c'est qu'un arc secondaire. Bon, on va le laisser là. La peur en face. Alors, c'est un épisode que j'aime pas tellement parce que c'est peut-être le plus Alien des Stargate Universe. Lors d'une exploration sur une planète, deux membres de l'équipe sont attaqués et capturés par une créature sauvage. Une mission de sauvetage est organisée, mais celle-ci sera périlleuse. Et ça finit globalement avec Greer et Varro qui traquent la bête qui a kidnappé TJ. Sachant que Varro est un peu amoureux de TJ. Voilà, donc attaque de l'équipage du Destiné par une bête sauvage sur une planète forestière, disparition temporaire de Johansen et de Reynolds, découverte des modules de stase à bord du Destiné, ça servira plus tard. Et d'ailleurs, c'est une side story assez rigolote où, ils n'ont pas reçu l'autorisation de la tester, mais Ellie et Brody essaient de la tester et, et ils coincent Brody dedans, ils n'arrivent pas à le sortir, c'est assez rigolo. Décès des membres de l'Alliance Luxienne, hormis Varro. Donc Varro reste le dernier membre de l'Alliance Luxienne dans cet épisode. Voilà. Et la bête... Merci Dastraz pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Je me suis fait surprendre par l'alerte. Il y a une bestiole, du coup. La bestiole, on la voit un peu vers la fin. Tuk. Et elle est pas si... La 3D est pas si moche, mais le design est un peu nul, je trouve. Il n'y a pas des scènes où on la voit un peu mieux. C'est une bête à 6 pattes. Et je la trouve un peu moche. C'est vraiment pas l'alien le plus intéressant qui nous est filé dans cette série. Je regarde s'il n'y a pas des plans un peu plus larges. Après, il me semble que... Voilà, il y a une partie... Il me semble que ça, c'est de la marionnette. C'est pas de la 3D, ou alors de très bonne qualité. Mais l'œil fait très marionnette. Et en plus, on le voit que de près, donc pour moi, c'est de l'animatronique, là. Pop. Il me semble qu'il y avait des plans quand même un peu plus larges sur la bestiole, si je retrouve. Et après, c'est un épisode assez classique où finalement la bête, euh, elle est globalement intelligente et ça vaut peut-être pas le coup de la tuer. Et puis c'est toute la fin de l'épisode. Ce genre de truc assez classique.
Et je trouve qu'il fait assez peu Stargate Universe. Je le mettrai au plus bas en vrai, cet épisode dans la tier list. Et là, on arrive un peu sur la fin. Genre, par exemple, c'est. Là, globalement, ça c'est un diptyque et ça c'est un autre diptyque. Et on va faire ça de suite. Allez. Du coup, on passe à l'épisode 17, les enfants du Destiné. Une équipe du Destiné utilise la porte des étoiles pour se rendre sur une planète. Sur place, ils sont accueillis par deux autochtones, humains, Ellie et Jason, qui désignent les membres de l'équipe comme leurs ancêtres. Et en fait, rappelez-vous l'épisode où il y a Telford, il y a le vaisseau qui voyage dans le temps. Ben, la plupart de l'équipage voyage aussi dans le temps et sur une autre planète qui est Saint-La, mais il y a 2000 ans. Attaque du Destiné par les drones, découverte des Novusiens, les descendants de l'équipage alternatif du Destiné. Rencontre avec Yaozu, Jason et Ellie. Découverte des enregistrements Kino de l'équipage alternatif du Destiné. On commence à en savoir plus sur eux, sur cet équipage alternatif, et ça va remplir un peu les deux épisodes là. Attaque du campement de Yaozu par les drones. Donc les drones les suivent jusqu'à cet endroit et c'est assez terrible. Et la porte est détruite. Ils sont coincés sur la planète. Évacuation des rescapés novusiens à bord du Destiné. Arrivée du Destiné en orbite de Novus. Donc voilà. Et en fait, ils tombent sur une colonie du monde originel où les rescapés ont commencé une civilisation. Et ils mettent le cap sur une autre civilisation. Alors, bien que je trouve le concept sympa dans cet épisode, pour l'instant, c'est assez chiant. Je le mettrai pas en D non plus parce que c'est quand même cool. Mais là, le campement il est pourri. On apprend beaucoup de choses par ce qui est raconté plutôt que par les images. Et les images sont pas des plus passionnantes. Et c'est que le début, du coup, on apprend à peine comment ils sont arrivés et pas beaucoup sur le destin des personnages. Ce qui est marrant dans un univers alternatif, c'est que sont-ils devenus? Pas que sont-ils juste après en essayant de survivre. Même s'ils commencent à avoir des trucs. Mais en vrai, je trouve cet arc, ils en font un peu trop pour cet arc. C'est parmi les épisodes les mieux notés de la série d'ailleurs, et les fans notamment en font un peu trop et ça m'énerve. L'épisode suivant est un peu mieux, c'est d'ailleurs marrant qu'il s'appelle Épilogue alors que c'est pas du tout la fin. De retour sur la planète d'origine, les descendants de Destinée découvrent que celle-ci a été abandonnée sur le point d'être détruite par une réaction sismique en chaîne, qui est en fait causée par un trou noir. Et là, on apprend beaucoup plus sur ce qu'ils sont devenus sur la planète et comment ils sont arrivés à cette civilisation. Et on va explorer Novus, qui est une grande mégalopole ultra moderne, plus moderne que la Terre, en vrai. Et en fait, cette excursion va à la fois, ils vont mettre la main sur du coup cette histoire, à la fois sur des ressources qui vont servir pour la suite. Notamment, j'ai trouvé ça assez beau qu'à la fin de la série, ils retrouvent une ressource qui va leur permettre de purifier l'air de leur vaisseau, qui, rappelle, était le premier problème de leur survie. Et du coup, je trouve ce rappel assez marrant quand même. Et puis en fait, cet épisode, c'est vraiment là où on commence à vraiment comprendre que les terrains sont en possession du vaisseau. Par exemple, ils veulent ouvrir un bunker, ils tirent au canon dessus. Et c'est leur vaisseau. C'est le premier épisode, je trouve, où on s'en rend vraiment compte que c'est leur vaisseau et qu'ils sont pas juste passagers clandestins dessus. Aussi le fait qu'ils déplacent tout le peuple de, euh, de la colonie vers le Nouveau Monde, ben en fait, c'est pas le cas. Parce que le Nouveau Monde a été abandonné. Et aussi des ressources qu'ils ne trouvent pas. Par exemple, on apprend que dans l'univers alternatif, TG a une maladie, comment ça s'appelle, une maladie génétique, donc qui va aussi se déclencher dans cet univers-là. Et ils ont le remède, leurs descendants. Mais la question, c'est en fait, ils vont réussir qu'à emporter un tiers des connaissances de ce peuple. Et ils ne trouvent pas le remède dans ce qu'ils ont réussi à emporter. Et donc, c'est assez dramatique. C'est vraiment une épée de Damoclès, en plus, assez précise. Parce qu'on sait que ce personnage va développer une maladie à ce moment-là. Donc, je suppose que dans les saisons suivantes, il y aurait eu un moment où, sans grande surprise, ça serait arrivé. Il aurait fallu
peut-être chercher un remède sur le Destiné, qui sait. Donc, transfert des archives de Ténéra sur ordinateur du Destiné, découverte du développement futur et de la maladie de Charcot, destruction de Novus. L'épisode se termine sur la destruction de la planète. Mais encore plus que ça, se termine sur une très jolie scène qui se passe du coup dans le passé, mais dans le futur de l'équipage. Voilà, où la dernière suivante du Destiné est Camille Ray, avec un maquillage pas si terrible. Franchement, il aurait pu être bien pire. Qui fait un petit discours et ça termine sur un truc assez joli où la caméra passe au-dessus de l'école primaire pour révéler la ville, qui après évolue en une ville un peu plus avancée, puis en une ville moderne, puis en une ville futuriste. Voilà, là, le 3D est assez limité, on le voit sur les plans, mais elle est détaillée, franchement, hein, de ouf. Voilà. Une très belle fin. Sur un épisode vraiment pas mal, que je vais mettre en A en vrai, parce que je le préfère largement à la première partie. Donc ça part sur A. Épisode suivant, les ailes d'Icar, Blockade. Alors qu'il tente de se recharger dans une étoile, le Destiné est attaqué par les drones, encore eux. Ellie Wallace suggère de recharger le vaisseau dans une géante bleue, une étoile si chaude que leur ennemi ne pensera pas à les atteindre à cet endroit. Et du coup, ce plan de fou va nécessiter d'évacuer presque tout le monde, que toutes les plantes vont être brûlées, donc le Dr Park essaie d'en récupérer le maximum, mais elle se fait coincer, ça la rend aveugle, elle est à deux doigts de canner. Euh, comment il s'appelle l'équipage se réfugie sur une planète de leurs ancêtres alternatifs, tout ça, de leurs descendants alternatifs. Ils explorent une ancienne ville novusienne détruite par les drones qui ressemble à une ville actuelle, mais parce qu'en fait, la partie plus moderne a été détruite par les drones, et en fait, les drones ont aussi attaqué des planètes de leurs descendants. Rechargement du Destiné dans la couronne d'une super géante bleue. Ça, c'est un passage assez stressant, comme d'habitude. Comme d'ailleurs le passage sur la planète, où il reste des drones actifs sur cette planète. Premier rechargement complet du Destiné. Et le dôme hydroponique, la verrière casse et part qui est à deux doigts qui est un perso secondaire plutôt sympa, à deux doigts de canner et devient aveugle. Ouais, B. Un solide B par contre. Hein. Quoique non en fait. Allez, A. Beaucoup de monde en A. Ça va en A en fait parce que c'est la partie sur la planète où ils explorent, où il y a les drones et où un seul drone est un vrai problème est trop cool. La tension du rechargement dans une étoile aussi chaude est exceptionnelle. Voilà. Et on finit avec l'épisode final, une famille ou Gauntlet, bloqué par les vaisseaux de contrôle des drones à proximité de toutes les portes des étoiles. Donc en fait, les drones ont changé de stratégie maintenant. Ils attendent plus là où ils rechargent, ils les attendent partout. Ce qui rend le truc assez démentiel niveau grandeur, parce que ça veut dire qu'il y a des milliards de drones dans la galaxie. L'équipage est destiné de trouver une solution dans les plus brefs délais pour se ravitailler en eau et en nourriture. Et la solution va être les modules de stase. En fait, le but, ça serait de sauter la galaxie et d'arriver dans l'autre. Et la série se termine du coup sur tout le monde qui rentre en stase. Mes problèmes, il y a une cabine, il reste plus que Ellie, Rush et Young. Il y a une cabine qui ne marche pas. Et du coup, qui c'est qui va rester pour la réparer? Alors, soit c'est Rush qui la répare, mais Young lui fait absolument pas confiance. Soit c'est Young qui se sacrifie, parce qu'il n'arrivera pas à la réparer, évidemment, ce n'est qu'un militaire, enfin, scientifique. Et en fait, le résultat, ça va être, c'est Ellie qui va le faire, et qui a 2 semaines devant lui pour réparer cette capsule, sinon il devra mettre fin à ses jours, parce que sinon ça va utiliser trop d'énergie et le vaisseau va dériver dans l'espace et n'arrivera pas à aura pas assez d'énergie pour atteindre sa destination. Voilà, blocus des vaisseaux de commandement autour de Porte des Étoiles, destruction de 2 vaisseaux de commandement par l'équipage du Destiné, autodestruction de 2 navettes d'une des 2 navettes, usage des pierres dû à l'équipage et à leurs proches.
Parce qu'au début, ils essaient d'autres stratégies, hein, ils essaient de les combattre, ça ne marche pas. Ils essaient de les combattre plus intelligemment, ça marchera, mais jusqu'à quand? Et du coup, ils arrivent à cette solution. Et bien que la série ait été annulée, alors je pense que du coup, en sachant, en faisant la saison, ils savaient que la série n'allait pas être renouvelée. Du coup, ils ont transformé ce petit épisode qui aurait pu être un cliffhanger de fin de saison par une vraie fin, et même, je trouve, encore plus touchante, parce qu'on sent qu'il y a toute une autre série derrière encore, mais c'est une fin maligne en plein de points, déjà, qui a mis un peu une conclusion au personnage d'Ellie, qui pensait être là par accident, et qui en fait est le plus apte à être dans cette situation de rester le seul et de réparer sa cabine tout seul. Euh, Ça pose aussi des questions sur le, la mission du Destiné. Une phrase très cool où Rush dit le principe du Destiné, c'est pas d'atteindre une destination à l'autre bout de l'univers où il y a les réponses. Ça, non. C'est c'est de faire, c'est de collecter des trucs tout le long du voyage pour rassembler des pièces du puzzle. C'est un peu l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Qui va parfaitement bien avec la mission du Destiné et ce qu'on peut s'imaginer de ce qu'est cette mission. Et aussi, il est très malin parce que bah, la stase, ça aurait permis, et ça n'a pas été le cas, et même si mon cœur l'aimerait bien, ça sera jamais le cas, ça aurait permis de, si un jour l'univers Stargate reprenait, de reprendre la série, et il pourrait expliquer, en fait, ça laisse l'ouverture à une reprise de série plus tard. C'est peut-être ça le plus intelligent. Parce qu'en gros, genre, si la série reprend 10 ans plus tard, bah, tu peux expliquer pourquoi il y a des acteurs qui sont pas revenus et pourquoi ils ont vieilli. Tu dis, bah, il y a des capsules de sauvetage, des capsules de stase qui ont mal fonctionné, certains sont morts. Ça pourrait faire un vrai Infinity War où genre la moitié du cast décède. Certains sont morts. Ils ont vieilli parce que les capsules de stase n'ont pas été si efficaces et ça les a pas figés dans le temps, mais ils ont un peu continué à vieillir. Et en fait, c'est moi ce que je me dis, les nouvelles de Stargate me donnent espoir, mais un espoir très nul quand même, hein, très possiblement nul, nul de zéro, ça a zéro chance d'arriver. C'est que là, on a une nouvelle série Stargate qui arrive, qui va être canon avec tout ça, qui va être dans la continuité. Ça va être une toute nouvelle série, mais je me dis si cette série marche, si elle marche un peu bien, si les fans font suffisamment de pression, s'il y a un public, peut-être faire une saison 3 à Stargate Universe ne serait pas exclu, voire faire les saisons 4 et 5. C'est un rêve assez fou, mais le fait que là, Amazon n'ait pas fait un reboot, parce qu'en fait, je pense aussi les gens en ont tellement marre des reboots que les producteurs sont non, non, on fait dans la continuité. Bah, ça laisse la place à un retour de Stargate Universe. Je doute que ça arrive, parce que les acteurs ont fait autre chose, n'ont peut-être pas forcément envie de revenir à ça. On vieillit, on maigrit. C'est Eli Wallace qui est présenté un peu comme un petit gros, même si à la fin de la série il est relativement svelte. Est devenu un super mec musclé de ouf. Trop bien pour lui, hein, mais il ressemble assez peu à son personnage de ce moment-là. D'ailleurs, c'est terrible pour lui parce que genre j'avais été sur son Twitter une fois, il disait je ne suis pas comme quand vous me voyez en convention, préparez-vous, je ne suis pas comme vous vous souvenez de moi dans Stargate Universe. Et ça doit être assez chiant pour lui qu'on lui rappelle toujours t'es plus gros, pourquoi t'es plus gros? Bref. Un peu une histoire de JDG. Et du coup, ce final pourrait être repris en fait, pourrait ne pas être une fin. Mais bon, là, je doute que ça arrive, mais ça pourrait et ça conclut quand même bien les choses. Il y a vraiment une ambiance de fin de série alors qu'on sait qu'il y a plus. Notamment, il y a une scène de repas avec tous les persos importants et secondaires principaux, voilà. Donc, en vrai, ça, c'est tous les persos principaux de la série. Avec en tête Rush, Ellie et Young. Mais Scott aussi est bien principal, Chloé est très principal, voilà. Ça, c'est le rassemblement des personnages principaux. Donc, il y a une ambiance de fin de série, alors que ça pourrait ne pas en être une. Mais ça en est une. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est genre... contrairement à l'horrible finale de Stargate Atlantis, qui s'arrête au milieu de nulle part, et qui n'accomplit rien de spécial,
Là, il y a quand même une ambiance de fin de série, comme l'épisode final de Stargate SG1, d'ailleurs. Excusez-moi, je regardais un message. Donc pour moi, c'est un excellent final. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Mais après, là, qui mettre en S? Donc on doit mettre qu'un seul épisode pour rappel. Qui passer en S? Pour moi, c'est assez compliqué en fait. Parce que je pourrais très bien mettre le final, parce qu'émotionnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le final qui sont très fortes. Et même en termes d'action, les courtes scènes de bataille spatiale sont plutôt cool. Mais après, Cloverdale est un concept exceptionnel. Par contre, il faut que je revienne. Abu, j'aime bien, mais aucune chance qu'il aille en S. Pour le bien de tous, c'est vraiment pas mal. Rush 2 est très cool. Euh, Rush au carré. D'un corps à l'autre, en vrai, les scènes de Volker et Greer sont parmi mes préférées de la série, mais il y a le reste de l'épisode. Euh, Novus et les Eldikar est quand même, je trouve, assez exceptionnel. Et le final. Bah, le final, ça serait le plus simple à mettre en vrai. Mais Novus a quand même un concept assez ouf. Non, pas Novus, pardon. Les Eldikar, il y a une vraie tension et il y a aussi un vrai parcours de personnage pour Ellie où là, pour la première fois, il est vraiment aux commandes et c'est lui qui gère et pas Rush. Et Rush admet que Ellie est plus intelligent quasiment. Et niveau concept de SF, on est pas mal là, plongé dans une géante bleue, pendant que les autres sont dans des scènes d'action assez sympas, urbaines en plus, qui est très rare dans Stargate. Les scènes d'action urbaine, c'est beaucoup plus de la nature, ou alors de l'urbain médiéval. Mais de l'urbain moderne, à part quelques trucs sur Sateda et quelques trucs dans Stargate Atlantis, bof. Mais je pense que je vais mettre les Eldikar. Mais en fait, c'est compliqué pour moi parce que j'aime cette saison dans un tout simplement. Mais c'est vrai que Cloverdale pourrait être très très bon aussi, hein. Mais on va mettre les Eldikar parce que c'est un peu le climax de l'univers Stargate et ils se sont pas fait chier. Enfin, ça a de la gueule, même s'il y a quelques plans réutilisés des saisons 1. Mais c'est compliqué pour moi toujours de. Autant dans la saison 1, il y avait un épisode très clair qui se détachait. Là, pas trop. Là, pour moi, c'est un tout la saison et j'apprécie chaque épisode comme il vient. Mais c'est vrai que les Eldikar, il y a quelque chose au niveau de la tension et des personnages qui. Après, Novus, quand même. En fait, c'est vraiment ces trois épisodes de fin là. Celui-là, je le mets un peu à part parce que je l'aime un peu moins. C'est vraiment ce que Stargate Universe peut nous fournir de mieux dans trois délires très différents. Mais je pense le plus Stargatien, qui est quand même ça qu'on essaie de mettre en valeur dans ces tier lists, c'est peut-être les Eldikar. Parce que Novus et une famille sont peut-être trop centrés sur la propre histoire de la série et leurs personnages. Alors que sur les Eldikar, on est sur du concept, on est sur de la tension. Euh, Mais j'adore la scène avec Volker. Bah, elle est compliquée pour moi cette saison 2 parce que je l'aime tout autant que la saison 1, mais je trouve qu'il y a moins d'épisodes qui ressort par son concept et par la brillance de son concept. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Alors je vais download l'image FISA pour vraiment pas la perdre. Tier list finale, du coup là c'est tier list SGU-2. Voilà. Alors je reviens en full cam. Oui, il faut que je mette de côté du coup l'image. Euh, tut, tut, tut. Laissez-moi une seconde, j'arrive. Vidéo.
SGU2, les LDCAR. Donc, maintenant, on peut teaser, on peut teaser un petit peu. SGU2. Je vais vous montrer quelle tier list on va devoir faire. Il faut que je fasse make a template. Make your own template. Create single use. Landscape. Sélectionner les fichiers. Tier list finale. Voici donc, mesdames et messieurs, les 17 épisodes et double épisodes. Ils se sont mis pas du tout dans le bon ordre. Attendez, si on les met dans l'ordre vite fait. Pour un peu chaque saison. Alors ça c'est le 2, ça c'est la 3. Ça c'est la 4. La 5. Le 6. Le 7 partie 1. Le 7 partie 2. La 8 partie 1. Et la 8 partie 2. Le 9. Qu'est-ce que j'ai après? Le 10. SG1, SGA1. 2. Y a pas le premier de SGU? Attendez, j'ai fait une connerie. Image tier list. SGU1. Si, il y est, je suis con. 3, 5, 4. Voilà, là ils sont dans l'ordre des séries. Voilà donc les 17, mais en réalité 19 épisodes qu'on va devoir classer de S à D avec un seul S. Je sais pas trop qui. On verra à la comparaison. J'ai quelques idées de. J'ai quelques solides concurrents, on va dire. Donc, c'est l'épisode 1 de la saison 1 de Stargate. Donc, les concurrents seront Stargate SG1 saison 1, Portée disparue. Stargate SG1 saison 2, 1969. Saison 3, je crois qu'il s'appelle Trahison. Saison 4, je crois qu'il s'appelle Un eau trouble et c'est Watergate en VO. Saison 5, c'est 48 heures. Saison 6, je n'ai aucun souvenir du nom de l'épisode, mais il est excellent. Saison 7, c'est Héros, le double épisode Héros. Donc il y a les deux parties. Je monte sur l'écran, mais il y a les deux parties. Saison 8, c'est le double épisode Retour vers le futur, qui s'appelle en VO Mobius. Saison 9, c'est Avalon partie 1. Et saison 10, c'est le final de la série. Il n'y a qu'un seul final, je crois, dans tout... Il n'y a qu'un seul final de série, en tout cas. Ensuite, pour Stargate Atlantis, c'est Après un long sommeil pour la saison 1. Masse critique pour la saison 2. Pour la saison 3, je ne me souviens plus l'épisode. Pour la saison 4, non plus, mais c'est la grosse bataille contre les réplicateurs. La saison 5, c'est Las Vegas. Pour Stargate Universe saison 1, ce sera Eden. Et pour Stargate Universe saison 2, ce sera les LDCAR, comme on vient de le déterminer. Il va falloir mettre tout ça dans une tier list de D à S. Et je pense pas le faire la semaine prochaine parce que j'aimerais me faire un petit visionnage de tous ces épisodes en prenant des notes pour les présenter peut-être un peu différemment avec pourquoi pas des captures d'écran. Comme ça, je peux montrer vraiment genre les plans qui m'ont vraiment plu, les scènes que je trouve vraiment cool. Donc, voilà pour la tier list finale qui aura lieu peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et voilà pour Stargate Universe, voilà pour Stargate, il nous reste qu'un seul stream. Alors j'avais longtemps dit que je ferais un stream sur les autres créations Stargate, mais je les connais très peu en fait, et en fait ça serait juste découvrir avec vous les trucs qu'il y a dedans. Mais l'univers est tendu
assez en dents de scie. Il y a 2 séries du coup dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont l'air nulles. J'ai pas parlé des téléfilms, mais j'en parlerai avant la tier list finale des 2 téléfilms Stargate. Techniquement, il y a 4 téléfilms standalone. On en parlera. On parlera des téléfilms, mais pas des autres séries. Après, je sais qu'il y a énormément de bouquins aussi qui n'ont jamais été traduits. Pareil pour des comics. J'ai lu un peu les comics, notamment il y a un comics qui est censé faire suite à Universe, qui n'est absolument pas écrit. Enfin, les producteurs de la série sont absolument pas dans le coin. C'est écrit par d'autres gens. Et j'ai lu qu'un chapitre parce que c'était nul à chier. Ils ont trouvé la pire idée, c'est faire revenir les anciens sur le vaisseau. C'est la pire idée. Mais peut-être j'essaierai de le lire un peu plus en détail pour ma culture perso. Mais je sais qu'il y a beaucoup de romans Stargate Atlantis qui apparemment sont un peu mal écrits mais développent du lore sympa. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce stream, pour ce 17e stream Stargate. Le 18e sera le plus grand. Et après, du coup, vidéo sur ce dit épisode. Je sais pas sous quelle forme encore, mais je ferai une analyse un peu plus poussée de cet épisode en particulier. Même si je vois là, il y a quelques concurrents très sérieux, notamment 48 heures, notamment le final de SG1, Avalon, Mobius, Hero, qui sont des concurrents très solides. Pour Stargate Atlantis, c'est l'épisode des réplicateurs et Mass Critique et Las Vegas, mais Las Vegas c'est pas assez Stargateien, je trouve. Et le favori pour Univers, c'est Eden, évidemment. Voilà, bon, je vous laisse. C'est une petite musique. On va mettre Stargate Universe End Title, 1 minute. T-World War Z, Antoine m'a fait acheter le jeu, mais pas assez compétent pour le DL. Peut-être, ouais. Je sais pas, je vais voir. Je te dis, Destraz. Nul à chier, Antoine. Allez. T'es où mon écran de fin? Ciao, ciao.